Voilà, alors bonjour à tous à nouveau, bienvenue pour ce troisième épisode de la série Sol dégradé, comment agir. Aujourd'hui, je vous amène sur le terrain, on va partir à la rencontre des acteurs qui sont en train de mettre en œuvre la régénération des sols avec le projet ProSol que Tom Eekhoff et Rafika Jmal vont nous présenter, respectivement chef du projet ProSol et chef composante du ProSol. Eh bien, je vous passe la parole. Je ne sais pas lequel de vous deux va s'exprimer en premier. Alors, l'un de vous deux doit rallumer son micro. Ok, maintenant vous pouvez m'entendre? Oui, parfaitement. Bienvenue, Tom. Très bien. Merci. Bonjour Corinne. Bonjour chers tous. Merci pour votre temps aujourd'hui pour nous joindre pour ce webinaire. Un grand merci encore à l'Ambre du Panier pour l'organisation de ces webinaires, de ces séries de webinaires sur ces thématiques assez importantes et essentielles pour l'agriculture en Tunisie. Donc, peut-être on se présente rapidement. Moi, je suis Tom Eikhoff, chef du projet ProSol, ici en Tunisie depuis début 2019 et chef du projet depuis son début en septembre 2019. Donc, à côté de moi, c'est ma collègue Madame Rafieka. Bonjour, je suis Rafika Jmal, je suis la chef composante du premier champ d'action de ProSol et je travaille à la GIZ depuis 2015 et aujourd'hui je présente le projet ProSol. D'accord. Donc, on s'est divisé un peu pour cette présentation pour donc vous donner un aperçu rapide sur la présentation, sur le projet. Donc, j'ai l'honneur de commencer cette présentation avec vous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le projet Protection et réhabilitation des terres dégradées en Tunisie, le projet ProSol. Et le projet ProSol fait partie d'un programme global qui est intitulé aussi Protection et réhabilitation des sols dégradés. C'est une initiative spéciale du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement du BMZ qui s'appelle Transformation du système agroalimentaire. Ce programme global s'étale de 2014 jusqu'au 2027 avec 7 différents composants de pays, entre autres Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Inde, Kenya, Madagascar et la Tunisie. En Éthiopie, il y a 2 projets qui ont été mis en œuvre. En général, ce programme est aussi piloté par une unité de pilotage qui se trouve à Bonn en Allemagne. Et actuellement, le montant global de ce programme s'enlève à environ 250 millions d'euros pour toute la durée. La Tunisie est parmi les derniers pays qui ont joint ces familles ce programme-là en 2019 et on aura une durée jusqu'à avril 2025. Donc, on se trouve pleinement dans la dernière année de la mise en œuvre de notre projet ici en Tunisie. Principalement, on travaille dans les 7 gouvernorats du nord-ouest et du centre-ouest du pays, notamment Béja, Gendouba, Le Kef, Siliana, Kéron, Sidi Bouzid et Kasserine. Notre partenaire principal, c'est le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ici en Tunisie. Et concrètement, notre partenaire de la mise en œuvre, c'est la Direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles, la DG ACTA. Nos groupes cibles, ce sont principalement les petites agriculteurs et agricultrices avec une surface d'environ 5 à 10 hectares max, les coopératives, les associations, les petites et moyennes entreprises et les communes. Il faut aussi mentionner qu'on travaille principalement sur l'agriculture pluviale, c'est-à-dire non irriguée. L'objectif principal de notre projet, c'est la promotion des approches agroécologiques et climato-intelligentes, c'est-à-dire qui contribuent aussi à l'adaptation au changement climatique, ainsi qu'à l'atténuation des gaz à effet de serre
à travers, par exemple, les approches agroforesteries ou séquestration du carbone dans le sol, dans le centre-ouest et le nord-ouest à grande échelle. Donc, on essaye de promouvoir des approches qui ont en effet mise à l'échelle, qui vont dépasser de loin des pilotes. Donc, comment est-ce que nous sommes structurés comme projet? On travaille principalement selon 3 axes d'intervention. Le premier axe, c'est peut-être aussi pour vous l'axe le plus intéressant parce qu'elle est le plus concrète. Donc, ce sont des mesures de protection et de réhabilitation des sols qui sont mises en œuvre concrètement sur terrain à travers différents partenariats avec différents acteurs. Raphaël va parler un peu plus sur ça tout à l'heure. On a développé une panoplie des bonnes pratiques, plus d'une quinzaine de bonnes pratiques agricoles pour la gestion durable des terres. Ça peut inclure l'agriculture, l'arboriculture, l'agroforesterie, la rotation des cultures, les semi-directs et l'agriculture de conservation, la construction des diguettes, des demi-lunes, des cordons en pierre. Donc il y a une panoplie de différentes techniques qu'on a parfois repris ici en Tunisie, retravaillé et enrichi avec des expériences au niveau international. On a établi plus qu'une dizaine de différents partenariats stratégiques, surtout avec les institutions publiques, mais aussi parfois privées, pour façonner le changement ensemble, parce que le défi de la dégradation des terres en Tunisie, comme vous savez, à peu 20 000 hectares qu'ils ont perdus chaque année à cause de dégradation, justement de l'érosion plutôt, mais aussi de salinisation, ne peuvent pas être menés qu'en partenariat. Donc il n'y a pas une seule institution ou un seul acteur qui peuvent combattre ce défi-là. On a pu aussi, c'est ce qu'on appelle des initiatives spontanées locales à travers des micro-projets, c'est-à-dire on a entamé tout un processus aussi en ligne digitale à travers Facebook pour faire un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt pour que les PME, les associations et les OPA peuvent aussi, avec leur propre projet pour la gestion durable des terres, demander des financements à travers ce projet, à travers notre projet de ProSol, pour la mise en œuvre de leur propre projet avec un montant qui tourne autour de à peu près 80 000 dinars et un accompagnement pour 1 à 2 années pour la mise en œuvre de leur projet pour la gestion durable des terres. Et on va aussi avoir, je crois, aujourd'hui des présentations de 1 à 2 micro-projets. Finalement aussi, on voit la production des intrants organiques. Donc ça, c'est un facteur essentiel aussi de notre projet, du programme ProSol, la production du compost, la production et aussi l'intégration du biochar dans le mélange de compost et aussi dans la terre, la multiplication des semences, parce que aussi, comme vous savez tous, il y a une pénurie de semences dans le secteur agricole en Tunisie. Finalement aussi, dans la première champ d'action, on facilite l'accès des agriculteurs aux technologies, surtout aux nouvelles technologies de protection des sols pour une agriculture climato-intelligente. Par exemple, l'installation des stations météorologiques et pédologiques pour fournir des informations aux agriculteurs, mais aussi pour rassembler des informations en Tunisie qui aident les décisions pour les décideurs, des kits d'analyse sol, une sol mobile, c'est-à-dire un laboratoire mobile qui peuvent traverser à travers différentes campagnes aussi les régions. C'est ce qu'on fait un peu dans la première champ d'action. Tous ces bonnes pratiques sont basées sur une approche agroécologique. Pour le deuxième champ d'action, cette champ d'action vise l'ancrage politique, institutionnel et social de la thématique, c'est-à-dire opérationnaliser les incitations financières pour l'application des bonnes pratiques. Là, on travaille ensemble avec l'APIA, aussi la DGFIOP parfois, avoir accès au financement climat. On travaille avec l'Observatoire du Sahara et Sahel, une institution de recherche régionale basée ici avec son siège à Tunis pour des formations pour avoir accès au financement climat. On intègre la thématique de la gestion durable des terres dans le renseignement supérieur et la formation. Donc, on a travaillé sur et on a finalisé avec les Sambogram et l'INAT 2 modules pour des masters
qui sont maintenant en cours et les premiers étudiants ont déjà fini ces modules. On a aussi développé des études sur les coûts d'inaction, c'est-à-dire les coûts qui sont liés à la dégradation des terres, et par contre, ce qu'on appelle l'économie de dégradation des terres, de démontrer le plus-value économique au niveau national d'une meilleure gestion des sols et, entre parenthèses, ça veut dire aussi une meilleure gestion de l'eau. Donc, c'est ça qu'on appelle les outils à l'aide à la décision pour les hauts cadres politiques. Et finalement, on travaille ensemble avec l'Agence foncière agricole sur à peu près 6000 hectares où on fait l'aménagement du territoire et la clarification des droits fonciers. Et en même temps, on aide l'AFA à construire une nouvelle stratégie sur le foncier 2050. Finalement, le troisième champ d'action vise l'échange des expériences et des innovations. Et c'est ceci au niveau national, mais aussi régional et international. On a fait différents voyages d'études à l'Inde, à Kenya, en Allemagne, en France, en Espagne. On a mis en place une stratégie de communication. On travaille ensemble avec le BBC Media Action. BBC, vous connaissez peut-être de la télévision, qui a aidé nos partenaires de mieux communiquer avec leur groupe cible sur la thématique. Nous sommes en train actuellement de capitaliser toutes nos expériences, nos approches dans le cadre de notre mission avec notre prestataire, notre bureau d'études, pour mettre les différentes expériences à la disposition du pays et différents partenaires, ensemble par exemple avec l'UTAP, avec l'ONAGRI et d'autres intervenants. On travaille sur la mise à l'échelle et le réseautage, par exemple à travers une formation agroécologique et aussi à travers une formation avec l'École nationale d'administration sur la gouvernance des ressources naturelles. Grosso modo, c'est ça les trois composantes. Thématiques transversales, ce sont bien sûr les thématiques de suivre-relation pour suivre nos indicateurs d'impact, l'aspect genre et genre transformatif, donc augmenter l'implication de la femme rurale et des femmes en général dans la prise des décisions et dans les activités, et dans le partage aussi des bénéfices, la digitalisation, donc de travailler digitalement, de travailler plus avec, par exemple, des scanners du sol, des bases de données qui se trouvent sur les serveurs. Et bien sûr, le changement climatique, c'est une thématique qui est aussi transversale, qui touche tous les trois champs d'action. Avec cela, maintenant, je passe la parole à ma collègue Rafika pour vous guider un peu plus en détail sur les partenariats. Merci. Merci, Tom. Donc maintenant, je passe à la partie quels sont nos partenaires pour l'exécution de nos pratiques. Et là, la question qui se pose, comment le ProSol a fait pour atteindre les objectifs et que les agriculteurs appliquent de bonnes pratiques avec un conseil mieux adapté et aussi des services de proximité. Là, nous avons développé un paquet de partenariats à différentes échelles et pour une seule raison, de mettre des approches et des mesures techniques diversifiées et des services à proximité des agriculteurs. Donc là, on a développé des partenariats institutionnels avec l'Institut national de grande culture, l'Office d'élevage-pâturage, le Centre technique d'agriculture biologique, l'Office des terres domaniales et aussi le Comité général des prisons et l'éducation. Et là, l'important dans ces partenariats, on développe avec nos partenaires tout un paquet des activités, des sensibilisations, d'accompagnement pour que les agriculteurs puissent mettre de bonnes pratiques sur le terrain. Et là, ce qui est important aussi, ces organisations ont des représentations dans les différents gouvernements du centre-ouest et du nord-ouest et qui pourraient assurer un accompagnement des agriculteurs à travers leur cadre, à travers leur plateforme d'innovation et de rayonnement. Donc, à travers ces partenaires, on a pu mettre des actions concrètes sur le terrain. Mais aussi, il y a d'autres partenaires, les institutions de recherche. Aujourd'hui, c'est important et nécessaire de transférer les résultats de recherche sur terrain et combiner la recherche et le développement. Et là, on a coopéré avec l'Institut d'Olivier pour la promotion de bonnes pratiques dans la fertilisation des oliviers,
avec ICADA, INRAD, INGREF pour la promotion de bonnes pratiques à travers l'expérimentation sur terrain. Et là, on a installé des parcelles d'expérimentation au niveau local et surtout dans 2 régions, Célienne et Kérouan, pour suivre l'évolution de certaines expériences avec les partenaires de recherche et aussi avec la population cible. Et comme ça, une bonne combinaison et harmonisation des résultats de recherche et de développement. Et le ProSol aussi a pensé à intervenir de façon comment dire, très locale, de proximité. Et là, nous avons pensé à lancer des appels à candidature au profit des organisations rurales comme la société civile, les groupements de développement agricole, les sociétés mutuelles de services agricoles, quelques PME. Et là, on a choisi une dizaine de partenaires au niveau local pour offrir des services au niveau des agriculteurs, de conseils, approvisionnement en intrants et aussi accompagnement durant la mise en œuvre de bonnes pratiques. Aussi, nous avons des partenaires privés comme le centre de collecte de céréales, des jeunes agripreneurs qui sont accompagnés par le projet ProSol pour le lancement de leur entreprise et aussi des agriculteurs leaders. À part ces partenaires, nous collaborons aussi avec les bailleurs de fonds et les projets GIZ pour une meilleure synchronisation des interventions, des synergies et de coopération pour la mise en œuvre de projets en commun. On a coopéré avec des projets PIAD, IAA, Régénère, Cavité. Donc, il y a une multitude de projets GIZ qui interviennent dans différentes thématiques et aussi KFW, l'AFT, coopération italienne. La question qui se pose, comment la GIZ intervient avec ces partenariats? Nous avons nos instruments propres à la GIZ. On fait des contrats de financement avec les établissements publics non financiers. On fait aussi des subventions locales à travers les organisations qui ont de but non lucratif. Et on fait aussi des conventions et des services d'appui de conseil. Là, j'ai présenté les différents partenariats pour la mise en œuvre de bonnes pratiques. Mais il y a l'autre question, qu'est-ce qu'on fait avec les partenaires stratégiques? On peut développer beaucoup de bonnes pratiques sur le terrain, mais si les conditions cadres ne sont pas améliorées, on ne peut pas avancer. Pour cela, le ProSol a développé une bonne assise politique et institutionnelle pour améliorer la mise en œuvre des conditions cadres. Et là, nous sommes intervenus sur 4 niveaux. Au niveau de l'appui stratégique et politique, nous sommes en train d'appuyer les stratégies actuelles telles que la stratégie ACTA, l'AFA, et aussi, comme a mentionné Tom, nous avons développé une autre politique, Economic Land Degradation, par rapport au coût d'inaction et aussi pour sensibiliser les décideurs par rapport à l'impact économique de la dégradation des sols. On collabore aussi avec DGPA et DGAB pour les stratégies nationales. Et en plus, on cherche aussi à appuyer les agriculteurs par des incitations. Mais il faut aussi développer des incitations au niveau financier et aussi des incitations organisationnelles. Et là, on est en train de collaborer avec l'APA pour quelques incitations sur les bonnes pratiques et avec l'AFA pour aussi limiter les morcellements à travers les remembrements fonciers. Et là, ça permet les agriculteurs d'investir dans leur parcelles avec une appropriation de leur terrain. Aussi, comme vous savez, nous avons toujours un problème de conseil de proximité, du système de vulgarisation. Et là, le projet ProSol a intervenu sur 2 niveaux. Nous avons introduit deux modules au niveau de Master in l'ENAT et l'autre à Isamogre pour aussi introduire des thématiques liées à la gestion durable et gestion des ressources naturelles. Et aussi, nous sommes en train de lancer une formation innovante sur les céréales avec la VIAFA. Et cette formation est basée essentiellement dans le gouvernorat nord-ouest et Kérouan pour inciter les agriculteurs à produire de façon durable. Mais il y a tout un processus de formation des formateurs et des formateurs de producteurs pour assurer et intégrer l'ancrage de cette formation au niveau des institutions publiques. Et le dernier niveau d'intervention aussi, c'est la communication et la diffusion. C'est important
s'adresser aux plateformes existantes pour partager les connaissances, les actualités des secteurs et surtout sur la thématique de gestion durable. Et là, nous avons une collaboration avec l'État pour des émissions radio chaque jeudi, où il y a la présentation et les échanges avec différents partenaires sur la thématique du projet. Et nous collaborons aussi avec l'UNAGRI par rapport à la diffusion des produits des connaissances qui sont élaborés dans le cadre de ProSol. Maintenant, je vais présenter les principales réalisations du projet ProSol. Je peux classer selon cinq catégories. Là, le projet ProSol, il a développé un paquet de technologies de protection du sol. On a plus que 15 bonnes pratiques agricoles sont mises en œuvre sur le terrain. Aussi, il y a une diversité des plateformes d'expérimentation et de rayonnement à travers les plateformes INJC, WIP et TAB. Donc, il y a des plateformes qui servent aussi une plateforme Knowledge Hub pour les agriculteurs pour avoir des nouvelles connaissances. Et on a un bon paquet de produits de connaissances diversifiés, des flyers, des vidéos qui permettent la sensibilisation des agriculteurs sur les thématiques clés. Comme le projet ProSol a identifié des approches qui ont donné des résultats importants, comme l'approche appel à projet. À travers l'approche appel à projet, et d'où Corinne, aussi un membre qui était retenu dans cet appel à candidature. Aussi, nous avons l'approche multi-partenariat et ça a permis aussi le ProSol de mettre en œuvre toutes ces activités. Donc, on a plus qu'une vingtaine de partenaires de ProSol qui sont en train de mettre les bonnes pratiques et ça mène aussi la durabilité des actions et la responsabilisation des partenaires à l'échelle nationale, régionale et locale. Comme nous avons développé de différents modèles commerciaux pour soutenir la fourniture des intrants, nous avons soutenu des projets de production de compost à l'échelle communale ou à l'échelle des petites entreprises et d'entrepreneurs. Comme nous avons soutenu aussi des services menés par des coopératives et des PME dans les zones d'intervention pour fournir des services de proximité aux agriculteurs. Nous avons aussi appuyé la plateforme de l'OIP. Comme vous savez, actuellement, il y a un problème d'accès aux semences ou la pénurie actuelle, surtout en pleine saison. Donc, on est en train d'appuyer les centres green pour la multiplication des semences et à travers aussi l'introduction des innovations dans ce centre, comme l'inoculum, des matériels de traitement de semences pour fournir des semences de qualité. Il y a aussi parmi nos partenaires des associations qui fournissent des microcrédits aux agriculteurs et ça facilite aussi les agriculteurs d'avoir des fonds durant la campagne pour les différents besoins. Puis on a aussi, dans le cadre de nos interventions, nous avons aussi appuyé les différents services menés par nos partenaires. Par exemple, nous avons renforcé les connaissances et l'introduction de nouvelles technologies pour l'analyse du sol et suivi de la production. À titre d'exemple, il y a des scanners actuellement de sol au niveau de l'INJC, des drones, aussi auprès des différents partenaires d'équipes d'analyse sol mobile. Donc, tous ces matériels permettent de renforcer les systèmes d'analyse du sol et les productions pour avoir des conseils à temps au niveau des agriculteurs et aussi au niveau des cadres. Comme nous avons développé des programmes de formation, les conseils de vulgarisation, surtout FBS+, je pense qu'il y a plusieurs partenaires qui ont participé et des agriculteurs à cette formation Farmer Business School où on a introduit dans les modules d'entrepreneuriat des modules de gestion durable des terres, aussi la formation innovante céréale. Et comme nous avons travaillé avec nos partenaires de développer différents formats de communication adaptés aux besoins des cibles, c'est-à-dire chaque partenaire adapte ses outils de communication, ses formats de sensibilisation, les produits de connaissance. Donc, chaque partenaire a un paquet adapté au site. Et nous avons appuyé aussi des startups pour la promotion des services.
Enfin, dans cette partie, nous avons développé 3 modules e-learning avec notre partenaire ICARDA. Ils sont disponibles et si vous êtes intéressé, nous pouvons partager avec vous les liens de ces formations. Enfin, la question, le point très important aussi, l'innovation institutionnelle. Parce que aussi, c'est important pour l'ancrage de bonnes pratiques. Il faut appuyer aussi les institutions publiques et développer des nouveautés et des innovations au niveau de ces institutions. Et là, on est en train d'appuyer l'accréditation du laboratoire central d'analyse du sol au niveau du DGACTA. Comme nous avons mentionné, il y a aussi 2 modules de master au niveau des universités et ça permet aussi d'avoir des étudiants imprégnés par la thématique gestion durable. Nous travaillons aussi avec la FA sur tout ce qui est aménagement foncier et comment faire la conjugaison des bonnes pratiques avec les remembrements fonciers. Avec le résultat de l'étude du LD, nous sommes contents pour entamer un processus de plaidoyer auprès des décideurs. Aussi, nous sommes en train d'appuyer l'Observatoire pour la gestion des ressources naturelles. Et bien sûr, il y a aussi un programme de formation ou d'appui pour les décideurs ou les institutions. Par exemple, comment appuyer les partenaires pour faciliter l'accès au financement climat. On est en train aussi de développer une formation avec l'ENA, formation gouvernance et la sécurité alimentaire durable et résiliente au changement climatique. Et enfin, une formation sur le leadership et agroécologie. Nous avons essayé de synthétiser la majorité de nos interventions, mais si vous êtes intéressé, comme je dis, vous pouvez mentionner vos besoins et nous pouvons partager avec vous des liens ou des documents nécessaires par rapport à ces actions menées par le ProSol. Et là, je cède les paroles à Tom pour partager quelles sont nos recommandations ou éléments pour la durabilité. D'accord. Merci beaucoup, Rafiqa. Donc, il y a la diapo. Vous avez vu, on a une panoplie des résultats, des approches qu'on a mises en œuvre les dernières 5 ans du projet déjà. Désormais, bien sûr, ça reste un challenge et un défi de aussi maximiser la durabilité de nos interventions ensemble avec tous ces partenaires et leur mise à l'échelle. Donc, c'est notre objectif que dans le futur, ces bonnes pratiques ne vont pas être encore redéveloppées ou encore répétées, mais vont être mises en œuvre directement à travers le partenaire national et celui du secteur privé, les associations secteur civil et aussi bien sûr les institutions publiques. Donc, on a identifié certains éléments qui sont pour nous clés pour la durabilité et la mise à l'échelle. Parmi ceux, ce sont l'amélioration des systèmes de suivi et évaluation pour la transparence et l'aide à la décision. Donc ça, c'est un facteur très important. Toutes les institutions publiques, mais aussi les associations, le secteur associatif, les coopératifs devraient être censés d'améliorer leurs compétences pour un meilleur suivi de leur activité, de leur impact, pas uniquement pour être redevable, il faut aussi être transparence, comment ils utilisent le fonds, mais aussi avec l'optique d'avoir accès à des fonds, c'est-à-dire pour des bailleurs de fonds, pour des fonds climat, c'est essentiel d'avoir une bonne schéma d'évaluation pour augmenter la chance et l'opportunité pour recevoir un financement à travers les différentes institutions qui existent, soit nationales, soit internationales, pour financer vos projets. Le deuxième, c'est de renforcer le conseil agricole et le système de vulgarisation. Vous êtes bien sûr au courant qu'actuellement, notre système de conseil ici en Tunisie, qui est plutôt étatique, est relativement faible et c'est toujours les dernières, on dit en anglais, the last mile, c'est le dernier kilomètre, si vous voulez, qui reste très difficile à joindre. Les capacités des CTV sont très limitées. Des coachs qui existent, des coachs privés, par exemple de la BFA, les enseignants des plateformes des CFPA et d'autres plateformes, de l'ULAP, l'URAP, sont quand même limités. Donc, il faut viser un peu plus aussi sur la digitalisation, faire plus sur les SMS, les systèmes interactifs, voice response. Je crois qu'on peut vraiment
taper beaucoup de potentiel sur les moyens digitaux pour renforcer le conseil agricole. Finalement, bien sûr, on appelle aussi le secteur associatif de faire encore plus, d'être plus actif et engagé pour ce conseil. Un autre point qui est important, c'est de renforcer les liens entre le foncier, le remembrement et l'application de bonnes pratiques. Une agricultrice, un agriculteur doit avoir une sécurité foncière afin d'investir sur son propre terre. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est clair, qui est logique. Et les deux choses vont ensemble. Donc, la clarification des droits fonciers, d'avoir un titre bleu, c'est essentiel aussi d'être prête pour investir et de mieux comprendre aussi les valeurs de son terre, d'être prête et motivée pour investir. Faciliter l'accès au financement, j'ai déjà parlé de ça. Un point très important qui est aussi lié au système d'évaluation et de aussi être capable et bien placé pour écrire un projet, pour être capable de développer son propre projet et créer tout peut-être une requête de projet qu'on peut présenter soit à une banque, soit à un bailleur de fonds, soit à un fonds national ou international. On travaille aussi sur le renforcement de plaidoyer sur la gestion durable des terres et l'agroécologie. On veut stimuler un discours au niveau politique parce que c'est nécessaire. On constate l'absence d'une politique nationale qui englobe le secteur dans sa totalité. On a des politiques, et ça c'est déjà très bien, on a des stratégies sous-sectorielles qui sont axées vers des filières stratégiques individuelles, mais on aimerait bien aussi façonner le changement, d'accompagner le secteur et ses acteurs d'une transformation vers une approche plus agroécologique, plus écolo et plus durable. J'ai vu aussi une question sur le chat, capitalisation et diffusion des expériences, où est-ce qu'on trouve ces informations, quelle plateforme est-ce que vous utilisez. On peut discuter ça par la suite. On a déjà mentionné l'UTAP, on a mentionné l'ONAGRI, agridata.tn, où vous pouvez déjà trouver certaines informations, mais c'est un processus qui est actuellement en cours et tous nos partenaires disposent aussi des activités et des produits que vous trouvez aussi sur leur plateforme et site web, à part Facebook. L'implication du secteur privé est un levier très stratégique et très important. Ce n'est pas uniquement le secteur de la société civile ou associatif, et c'est ni aussi uniquement le secteur public qui peuvent faire face à ce challenge de cette transformation du secteur. On a besoin du secteur privé et on aimerait bien travailler ensemble avec eux et les startups qui ont vraiment des idées époustouflantes et très innovatives pour façonner un changement dans le secteur au profit des producteurs. Finalement, on travaille ensemble avec les autres projets de la GIZ et d'autres bailleurs de fonds pour intégrer nos approches. Et je ne vous cache pas qu'il y a actuellement une énorme dynamique aussi au niveau de l'Union européenne et leur programme ici en Tunisie. Il y a aussi l'Alliance française au développement qui est en train de monter des projets sur l'agroécologie. Il y a une bonne dynamique, chers amis, pour vraiment intégrer et s'engager dans l'agriculture aujourd'hui en Tunisie et surtout dans le sens de la gestion durable des terres et de l'eau, j'aimerais bien dire, dans la situation actuelle. Voilà. Donc finalement, aussi, à travers les différents partenariats, booster l'agroécologie et tous les aspects qui viennent avec. Donc, c'est ça, je crois, de notre côté. On a dépassé quelques minutes la présentation. Désolé, mais j'espère que c'était intéressant pour vous. Et maintenant, plus tard, après peut-être notre présentation par notre micro-projet, j'aimerais bien engager dans la discussion. Merci à vous tous. Merci Corinne et retour à toi. Oui, merci Tom et merci Rafik. Oui, bien sûr, c'était très important pour moi de vous avoir pour présenter ce projet qui porte beaucoup d'espoir face à une situation très alarmante et pour laquelle aujourd'hui les réponses sont vraiment indispensables. Ça me fait plaisir aussi de constater les avancées, ce qui a été réalisé dans les aspects du projet que nous, en tant que micro-projet, on
on voit moins, ça, on n'est pas au courant de tous les aspects qui ont été mis en œuvre par l'équipe ProSol. Alors, il y avait une question sur le biochar. Comment on va s'approvisionner? Quelles sont les modalités de production, traditionnelles ou industrielles? À ma connaissance, aujourd'hui, il y a eu des tests qui ont été réalisés, des études. Est-ce que vous voulez apporter une petite réponse là-dessus? Ok. Là, nous avons engagé une mission internationale qui regroupe des consultants nationaux et internationaux. Et nous avons fait un paquet des études. Ils ont fourni pour nous une feuille de route. Et là, ils ont donné plusieurs scénarios pour la Tunisie pour la production de biochar. Majoritairement, ils ont recommandé l'utilisation des déchets détail, aussi, on a beaucoup de déchets suite à, comment dire, les résidus de post-campagne agricole. Donc, il y a beaucoup de recommandations et nous sommes prêts à partager avec vous ces études. Mais actuellement, on n'a pas fait une expérimentation. L'Institut d'Olivier et ICARDA sont intéressés de lancer prochainement une expérience sur le biochar. Merci Rafika. Monsieur Moussa qui avait levé la main, je vais vous demander de garder votre question pour la fin de ce webinaire. Je ne voudrais pas empiéter trop sur le temps de parole de Rebeb qui va nous présenter son projet. Juste une petite remarque, vous avez parlé d'une étude des coûts pour à la fois valoriser les bonnes pratiques et à la fois montrer que les mauvaises pratiques ont un coût. Ça aussi, c'est une approche qui est très importante parce que nous, en tant que personnes engagées dans l'agroécologie, on se sent un peu pas à âmes égales pour rivaliser sur le marché parce que nous sommes seuls à supporter le coût de la régénération, tandis que les producteurs qui polluent, ils peuvent continuer à pratiquer des bas prix qui sont liés à leur mode d'exploitation et tout ça. Donc, on a vraiment besoin de ces données pour arriver à aussi dire que notre mode de production écologique, il épargne aussi beaucoup d'argent à la société sur la santé, sur les problèmes après de pollution qu'on doit traiter en aval. Je vous remercie tous les deux. On reviendra après avec les questions des auditeurs en fin de webinaire. Je passe la parole à Rebeb qui va nous présenter son action au sein de l'association ADES en tant que micro-projet sélectionné dans le ProSol. Rebeb, tu es avec nous? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour, on t'entend très bien. Vas-y. Parfait. Alors, tout d'abord, un grand merci pour Monsieur Tom et Madame Fika. Merci à vous pour votre intervention. Merci à vous aussi, Corinne, pour cette opportunité et pour présenter mon projet, plutôt le projet Notre environnement richesse par la protection du sol. Donc, qui est avec l'association ADES et qui s'installe principalement région Arafa, Gardimaou, Jadouba. Tout d'abord, je suis Madissi Rabib, junior agronome de base. Je suis coach accompagnatrice dans le programme Premia. Et mon expérience avec l'association ADES a commencé dès... je ne sais pas, est-ce que vous voyez la présentation ou pas? J'ai passé au deuxième. Non, c'est figé sur la première image de mon côté. D'accord, je voudrais essayer de nouveau. Alors, comme je vous ai mentionné dès le début, je suis ingénieur agronome de base. Mon expérience a commencé avec la DES depuis 2019. Et en fait, j'étais un consultant technique dans le projet. Voilà. Oui, on voit la deuxième image maintenant.
Parfait, parfait. J'étais un chef de projet avec l'association ADES dans le projet GDD financé par l'ambassade de France. L'association qui a été créée en 2015, le président c'est M. Mohamed Najib Ouattara. Les activités ils sont diversifiées. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Oh là là. Si, c'est bon, c'est passé. Parfait. Comme je vous ai dit, dès sa création, l'association a réalisé plutôt 7 projets avec la COSPID italienne, avec Fikratul Seya, la Fondation de France, l'ambassade de France, GIZ, bien sûr. Et en début cette année 2024, on a réussi d'établir un projet avec le PNUD. Donc, je ne veux pas passer, je veux plutôt passer très rapidement à notre association. D'ailleurs, je vous laisser le lien de notre page officielle de l'association dans laquelle vous trouverez les détails, vous trouverez tous les projets réalisés dès la création. Parlons maintenant de notre projet, notre environnement recherché par la protection des sols. Comme a mentionné M. Tom et Mme Rafiqa, c'est un projet en collaboration avec l'association ADS et le projet ProSol, mandaté par le BMZ et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite collaboration avec l'ADJ ACTA sous le tutelle du ministère, le MEA RHP. Notre projet est basé principalement, elle dure 12 mois à partir de septembre 2023 et basé sur l'exécution des 4 bonnes pratiques, les cuvettes individuelles, manuelles, l'introduction des légumineuses fourragères SULA, le processus de compostage et finalement la fixation des sols érodés par la plantation des carobiers. L'objectif, c'est de sensibiliser les agriculteurs dans la région sélectionnée et la région Araha-Gardimaou sur l'importance des bonnes pratiques agricoles, la mise en œuvre des 6 bonnes pratiques mentionnées afin de lutter contre l'érosion des sols dégradés et des sols infertiles et même lutter contre la désertification dans la région. Un troisième objectif, c'est de garantir la durabilité du projet par l'accompagnement et le suivi. L'équipe, donc, je suis la coordinatrice avec un comptable, avec les 4 enquêteurs. Et vous allez voir quels sont les rôles des enquêteurs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce sont des membres de l'association. Le but de renforcer les capacités et de profiter des compétences des membres de notre association et aussi de garantir leur disponibilité et leur engagement durant le parcours de projet. La zone d'intervention et le lieu d'implantation du projet cité région Araha. Bien sûr, la sélection, ce n'était pas arbitraire, mais selon des critères et choix, bien sûr, la sélection a été réalisée en collaboration avec le CUS et la CRD à Jadouba. C'était une zone, malheureusement, qui était une zone agronomique par excellence, mais l'état géologique et géographique, c'est un peu catastrophique. Les terres sont accidentées, érodées, des pentes de plus de 35%. C'est pour cette raison, voilà, vous voyez quelques photos, beaucoup de ravins, les pentes plus que 35%, la désertification est énorme. Et d'ailleurs, ces photos, ce sont photos réelles prises le 28 septembre 2023. Alors, la population cible, qui sont principalement les habitants de cette zone sélectionnée, donc plus de des centaines de familles, mais qui ont sensibilisé directement 185 personnes qui ont présent lors de la réalisation des événements effectués. Parmi les 85, on a 60 personnes qui ont acquis l'enquête avec nous. 21% sont des femmes et 6 femmes qui sont bénéficiées de bonnes pratiques à proposer. On a commencé
le travail réellement le 29 septembre 2023 avec une journée de lancement. C'était une journée d'information pour donc présenter le projet, nos partenaires, pour donner une idée aux points focaux et les bénéficiaires, c'est quoi notre projet principalement. Et le 11 novembre 2023, on a commencé effectivement le travail sur terrain avec les bénéficiaires. On a commencé par l'établissement d'une journée de sensibilisation sur l'importance des bonnes pratiques agricoles et le semi-direct. Je vais parler tout à l'heure pourquoi le semi-direct, avec qui aussi. Dans cette journée, on a donc plutôt, il y a 44 personnes qui ont été présentes, 20% sont des femmes. Et en fait, je voudrais parler de notre approche, de notre méthodologie dans le travail. En fait, suite à la concertation et l'identification, vous allez voir quels sont les outils utilisés dans cette étape pour faire la sélection, le bon sélection des bénéficiaires avant l'exécution et avant l'établissement de chaque bonne pratique, il soit une journée de formation, soit une journée de sensibilisation a été effectuée pour donner des idées, pour renforcer les capacités des bénéficiaires et les agriculteurs ou les bénéficiaires, acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour la bonne conduite culturelle de telles bonnes pratiques. On a commencé par le SUMITSELA à partir le 6 décembre, mais avant cela, comme je vous ai mentionné, on a effectué une formation en technique de production du SULA avec 60 participants. Parmi les 60, on a sélectionné 30 personnes qui ont bénéficié de cette bonne pratique. Le 26 janvier 2024, on a réalisé une formation en technique de plantation et de production de carobiers. Et à partir du mois de février 2024, on a commencé la plantation, la préparation des trous de plantation de carobiers et la plantation de carobiers dans la région. Vous voyez le nombre entre 31 et 40 et je vais parler de cette augmentation parce qu'on a eu beaucoup de demandes et surtout l'impact positif de cette approche, de cette dans cette bonne pratique. Alors, comme je vous ai mentionné dès le début, le bon sélection des bénéficiaires, en fait, on a recruté 4 enquêteurs qui ont acquis une session de formation sérotique et par la suite, ils ont effectué une visite du terrain et les enquêtes s'étant effectuées en 11, 12 et 13 novembre 2023. Le formulaire d'enquête, et d'ailleurs je voudrais partager le lien de formulaire dans lequel vous trouverez le modèle de l'enquête effectuée qui contient tout ce qui est coordonnées personnelles, les coordonnées sur l'exploitation agricole pour avoir l'historique de la superficie qu'on va travailler avec, sur tout ce qui est production animale, végétale, les problèmes, les superficies, aussi les besoins et les demandes, les attentes du projet et la structuration. Bien sûr, la sélection, c'était effectuée selon des normes dès le début, c'était mentionné par le projet ProSol. Les agriculteurs seront principalement l'agriculture comme source principale, source de revenus principale. Ils doivent être des petites exploitations moins de 5 hectares et ils doivent être mentionnés dans le site d'intervention. Et surtout, les cultures sont principalement en conduite ou plutôt en culture pluviale. Un autre outil utilisé donc, dans la sélection, c'est la signature d'une charte d'engagement par les bénéficiaires. En fait, c'est un engagement moral, c'est pas une obligation, mais comme étant donner la confiance aux agriculteurs comme on est, et bien sûr, les agriculteurs ils vont présenter leur engagement, leur discipline et leur engagement par rapport à notre projet. Le 2 novembre,
on a réalisé une journée de sensibilisation sur l'importance des bonnes pratiques et le semi-direct. C'était en partenariat avec l'Institut national de grande culture, l'INGC Bruxelles et l'OIP, dans laquelle on a effectué un déplacement à une parcelle à Ouadémise et on a effectué une démonstration de la technique de semi-direct. C'était une première et une première expérience de cette technique dans notre zone et heureusement, suite à cette expérience, la demande par rapport à la semi-directe a augmenté et a été adoptée par certains agriculteurs de la région. Par la suite, on a passé à la deuxième bonne pratique et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, avant l'exécution de chaque paquet ou chaque mesure, on effectue une journée de formation avec la formation des techniques de protection du SULA. Et le semis a été commencé plutôt à démarrer le 6 décembre 2024. La quantité, c'était 15 kg, 40 kg par hectare. Les superficies, c'était 25 hectares. Et comme première expérience, 1 hectare semé par le semi-direct. Et les bénéficiaires, ce sont des 30 agriculteurs, 25 qui ont semé 1 hectare et 5 agriculteurs qui ont semé uniquement 0,5 hectares. Le pourcentage de la femme, 13%, mais à travailler. Bien sûr, ça c'est un point et je veux le mentionner à la fin de notre présentation. Puis, on a passé à la formation technique de plantation et protection du carobier le 26 janvier 2024. Et on a commencé, suite à cette formation, à la préparation des trous de plantation, l'apport des plans de notre fournisseur et bien sûr la signature de la charte d'engagement comme était l'étape avec celui-là. La plantation, vous connaissez très très bien le carobier, c'est une plante mellifère, aussi c'est une plante ligneuse qui joue un rôle très important dans la protection des sols érodés grâce à son système racinaire qui est pivotant, très développé et allant jusqu'à 18 mètres de profondeur. C'est pour cette raison les plantations de carobiers, on a considéré comme étant des brise-vents et ils sont plantés dans les bordures de chaque parcelle. Vous voyez donc quelques exemples dans les sols très très en pente, les trois à côté des ravins, celle-là. Pour tel agriculteur, il a fait la plantation de carobier dans la parcelle qui est semée par les celui-là. Par rapport aux activités planifiées, on est pour le moment à 50% du parcours de projet. On a effectué 2 bonnes pratiques en attendant, bien sûr, de la deuxième moitié du parcours de projet, donc l'acquisition du pourvoyeur pour effectuer le processus de compostage et par la suite en passant à l'installation des cuvettes individuelles. Et comme je vous ai mentionné et comme mentionné dès le début et comme on a commencé la stratégie, une formation ou soit une journée de sensibilisation avant l'exécution de chaque bonne pratique. La clôture, Inch'Allah, ça sera en fin du mois d'août 2024. Un grand merci pour le groupe, ou plutôt l'équipe ProSol GIZ DG Hecta, pour les suivis techniques et financiers, pour l'accompagnement soit en ligne, soit en présentiel, à travers les ateliers, les sessions des formations, soit sur l'approche jaune, soit les indicateurs, soit tout ce qui est technique. Et comme a mentionné M. Tom, Mme Rafika, dès tout à l'heure, aussi la visite terrain qui a été réalisée le 11 janvier 2023 à notre siège et par la suite mise en contact avec les agriculteurs bénéficiaires qui ont bien sûr fait l'échange par rapport aux défis, l'expérience par rapport et les difficultés rencontrées qu'on va mentionner
dans ces diapos, en fait, 3 points très importants qu'on a eu quelques difficultés durant le parcours. La première, c'est l'introduction d'une plantation de caroubier qui est considérée comme nouveauté dans la région. Les agriculteurs non habitués de la planter. C'est pour cette raison qu'on a eu quelques difficultés de convaincre les agriculteurs pour introduire cette plantation dans la région, mais avec la réussite de la formation, avec les échanges, avec le partage d'expérience. Et d'ailleurs, durant la journée de formation, on a invité un success story donc, qui a présenté son expérience et comment valoriser la plantation des caroubiers, quels sont les impacts positifs, quel que soit côté terrain, quel que soit côté sanitaire, quel que soit aussi côté économique. Et c'est pour cette raison, vous rappelez le chiffre ici du 31, on a passé à 40 et d'ailleurs on a encore plus de demandes par rapport à cette plantation. Ça, c'est un défi, mais on peut dire qu'on a réussi de le résoudre. Le deuxième point, c'est l'introduction des femmes dans la région des différentes tâches des projets. Malheureusement, les femmes, elles ne sont pas assez, entre deux codes, elles ne sont pas assez libres, mais la majorité, ce sont les hommes qui sont majoritaires et qui font le travail et l'agriculture, mais peu à peu, on essaie d'introduire les femmes dans notre projet. Le troisième point, c'est le point très, très, très important, c'est la retard de la levée de la semence. On a fait aussi plutôt 3 propositions, soit le retard de la glycémie, soit la qualité des semences, soit les effets du changement climatique. Un grand merci pour l'équipe ProSol et pour le partenaire qui ont, lorsqu'on a fait l'alerte, et pour leur plutôt flexibilité, pour leur réflexion. Le premier journée de Ramadan, on a fait donc un appel et ils ont accepté notre demande et ils ont effectué un déplacement et visite sur terrain pour identifier quelles sont les problématiques et pour trouver peut-être des solutions et pour sauver et pour résoudre cette problématique. Ça, c'est brièvement les différents points de notre projet. Un grand merci de votre aimable écoute. Merci Rebeb pour ce retour bien illustré de votre micro-projet qui a démarré cette année. Alors moi j'avais envie vraiment de revenir avec toi sur ce côté vécu de l'aventure en tant que organisme qui porte une idée de projet puis qui doit convaincre ou répondre à des demandes du terrain. Est-ce que, alors du coup, on voit avec tes chiffres qu'il y a vraisemblablement une réelle demande des agriculteurs pour mettre en œuvre des bonnes pratiques. Cette conscience de la dégradation des sols, est-ce que vous l'avez senti chez votre public cible? Quels sont leurs retours là-dessus? Pardon, Corinne, pouvez répéter s'il vous plaît? Oui, je te demandais, est-ce que vous avez senti une conscience déjà des agriculteurs face à la problématique de dégradation? Est-ce qu'ils font déjà ce constat? Oui, bien sûr. C'est par rapport à la demande, par rapport au contact qui est demandé de façon d'une bonne pratique à une autre. Ils ont participé à d'autres, à part notre projet. Ils ont ouvert pour soit participer à d'autres événements, soit donc à partager leur expérience et l'expérience de ce projet avec soit d'autres partenaires ou soit dans d'autres événements. Voilà.
Oui, c'est notre ressenti à nous aussi. On a constaté la même chose, qu'il y a quand même le constat partagé de cette réalité, mais qu'il n'y a pas toujours l'idée de savoir comment agir. Et puis, lorsqu'on introduit des nouvelles pratiques, on se rend compte que il faut faire beaucoup plus que des démonstrations. Ça demande un accompagnement dans la durée pour que cette initiation elle puisse après trouver son rythme dans les nouvelles pratiques des agriculteurs. Est-ce qu'il y a des questions sur l'expérience de Rabeb? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors moi, je voulais aussi ajouter par rapport à ta dernière remarque sur les challenges et puis voilà certaines difficultés rencontrées, c'est ça aussi l'aventure, c'est que entre la vision, le planning du projet et puis sa mise en œuvre, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu, mais c'est pour nous l'occasion de mettre en œuvre aussi des solutions créatives et puis d'accepter aussi certaines limites. Euh, Ça prend du temps d'arriver au changement. Oui, Rafika? Merci Corinne, merci Rabé. Donc là, juste j'ajoute quelques points par rapport aux défis rencontrés en général pour la promotion des bonnes pratiques. Euh, nous avons remarqué parfois, pardon, nous avons remarqué parfois que nos partenaires sont en train de sensibiliser sur les bonnes pratiques sans mentionner les coûts économiques ou les services disponibles et parfois ça limite l'adhésion des agriculteurs pour pratiquer sur terrain. Donc nous sommes actuellement de réviser la manière ou la démarche pour la sensibilisation. Il faut donner à l'agriculteur un paquet complet. Par exemple, je vais introduire les légumineuses quand je vais introduire. Quels sont les services de formation disponibles? Où je peux trouver les semences? Donc, il faut donner tout un paquet à l'agriculteur et lui, à sa position, il peut décider. Mais dire simplement l'impact agronomique des bonnes pratiques ne permet pas les agriculteurs de pratiquer ou de s'adhérer à ce processus. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens. Et nous avons une coopération avec l'ICARDA pour accompagner les partenaires à identifier les innovations. Quels sont les paquets services complets disponibles pour la promotion des bonnes pratiques. Et comme ça, on peut aussi comment dire, mettre à l'échelle des innovations qui sont bien évaluées. Donc, il y a encore un travail d'évaluation des paquets des innovations promues par les partenaires pour dire aussi que cette bonne pratique est mature aujourd'hui pour la mise à l'échelle. Mais je pense qu'il faut faire cet lien coût-bénéfice aussi par rapport à la promotion de bonnes pratiques. Oui, certainement, la question économique, elle revient sans arrêt lorsqu'on aborde la transition écologique des pratiques. Et malheureusement, on n'a pas toujours nous, enfin moi à mon niveau par exemple, c'est difficile d'avancer des chiffres, c'est difficile. On n'a pas un maximum d'exemples encore bien concrets en Tunisie pour faire la preuve de l'approche. Et ceux qui existent déjà, malheureusement, ils ne sont pas assez bien documentés pour nous permettre d'avancer voilà, une réalité de terrain pour la Tunisie. Oui, Tom, je vous laisse répondre. Oui, voilà, je vais juste enchaîner avec ce constat-là et souligner le point que, effectivement, de démontrer la plus-valeur d'une bonne gestion des terres, d'une ferme permaculture, ou de n'importe quelle bonne pratique agricole, de n'importe quel projet. Le clé pour un succès est pour vraiment rayonner et attirer l'attention d'un plus large groupe des agricultrices, des agriculteurs, des entreprises, des transformateurs, c'est de faire le marketing. Et pour le marketing, pour être bien capable de parler de son projet ou de notre projet, c'est aussi d'utiliser les chiffres et les données
et de démontrer le plus-value économique derrière ces activités. Parce que ce sont les chiffres qui convainquent. À la fin du compte, c'est le flux qui compte. C'est-à-dire, à part les bénéfices écologiques et sociaux, c'est bien sûr aussi au premier lieu le plus-value économique qui compte. Et on a les chiffres et l'étude économique que tu viens aussi de citer, Corinne, qui est disponible pour vous si vous souhaitez, démontre qu'on a démontré ça pour 4 régions, 2 régions au nord-ouest, 2 régions au centre-ouest, à travers 3 filières, oléiculture, céréaliculture et légumineuses, je crois. Ce que un dinar investi, ça redonne 10 dinars de retour d'investissement. Et parmi les 10, c'est à peu près, ce sont les unités. Et c'est un peu la référence. Donc, c'est une étude qui est très approfondie, qui a pris 1 an et demi, qu'on a présenté aussi aux décideurs politiques et qui, on trouve, est très, très intéressant pour, avec notre politique aussi, faire comprendre au niveau du ministère. Donc, c'est juste pour vous dire, on est sur ça et je crois de travailler davantage sur les analyses coûts-bénéfices, sur chaque bonne pratique et sur ce que vous faites dans vos projets, c'est énormément important et ça mérite de consacrer un peu de temps et aussi un certain investissement là-dedans. Merci. Oui, alors ça me plaît beaucoup d'entendre ça. Et oui, si vous pouvez partager avec nous cette étude, ça nous sera très utile. Eh bien, nous avons déjà dépassé le temps accordé à cette séance. Alors, je dois vous remercier encore pour votre participation, les questions. On voit que dans le chat, il y a de l'intérêt pour le programme. Bien sûr, sur notre page L'Ombre du Palmier, vous avez toujours des informations sur ce qu'on fait nous dans le cadre du ProSol et j'espère aussi que le ProSol et la GIZ se montreront plus généreux en termes de communication sur les réseaux pour ce qui se fait par ailleurs à ce niveau-là. Merci en tout cas de vous être joints à moi, Tom, Rafika et Labeb pour vos présentations. C'était très, très éclairant. Et je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs, il y a plusieurs fidèles, ça fait plaisir. La semaine prochaine, on parlera changement climatique avec Monsieur Iyad et Madame Anis Aliahi qui interviendra pour parler agroécologie et résilience face au changement climatique. Je vous souhaite un bon week-end et puis de retour lundi avec vous, j'espère. Merci à tous. Merci Corinne. Merci beaucoup, Shaya Taïa. Aïch. Merci. Shaya Taïba, c'est ma. بسلامة وشاي طيبة. بسلامة مدام مفيدة. بسلامة رفيقة وينك عزيزة؟ الحمد لله لاباس. والله ليك وحشة عزيزة. avec plaisir. بربي يجي سيدي بويجي خلينا ناخذوا بيك. الله يبارك مدام. والله راهي الخدمة نتاع الإطفاء مازالت تو عندنا الامباكت نتاعها تو مازال موجودة. جو سوي كونتونت يعيشك مدام مفيدة. يعيشك نشوف بعضنا نتاعك خير رفيق. إن شاء الله فرحتك. سلامة شاي طيبة. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.